Pas besoin d'instrumentaliser l'art nègre pour détruire l'art occidental, pour régénérer d'un sang neuf et dionysiaque la vieille forme apollinienne fatiguée. Pas besoin de musée, pas besoin d'enrégimenter l'art nègre dans des histoires de l'art pour en faire la généalogie via les Égyptiens de l'art occidental. Pas besoin d'esthétiser leur production pour mieux les vider du sacré païen qu'elles portent. Pas besoin de mentir, de voler, de spolier, de déposséder autrui sous prétexte de faire connaître et aimer sa civilisation qu'on contribue ainsi à détruire. Il pourrait suffire, en dehors des musées, qu'avec sa caméra, un cinéaste ethnographe fixe les vertiges du génie africain dans des films qui disent et montrent, rapportent et exposent, relatent et racontent, informent et communiquent ces formes. Mais la forme cinématographique n'est pas une garantie en soi du bon fonctionnement épistémologique du reportage ethnographique. On ne saurait opposer le bon film au mauvais livre, car, vérité de la palisse, il vaut mieux un bon livre qu'un mauvais film. L'oralité garantie par le film ne garantit que l'oralité, pas la vérité de l'oralité. Le mensonge existe aussi bien dans la parole que dans l'écrit. Un film ethnographique de Jean Rouch ne dit pas juste parce qu'il est film, mais parce que le réalisateur dit vrai. Or, en matière de vérité sur le peuple dogon, il se pourrait bien que le livre de Marcel Griaule, Dieudo, et le travail cinématographique de Jean Rouch soient plus des fictions blanches, des écrits occidentaux, des récits mystifiants, que des reportages sur la vérité de la pensée, de l'ontologie, de la philosophie, de la métaphysique et de la cosmologie dogon. Griaule, qui fut un blanc emblématique, pilleur du génie africain avant-guerre et auxiliaire de l'administration coloniale après, semble avoir préalablement voulu ce qu'il a vu, plus qu'il n'a vu ce qu'il aurait voulu. La construction de Griaule, professeur d'ethnologie à la Sorbonne, paraît moins relever d'un travail épistémologique que d'une volonté subjective de voir ce que les Dogons lui ont finalement montré. Dans un livre de souvenirs que Jean Sauvy consacre à son ami Jean Rouch, Jean tel que je l'ai connu, l'auteur cite une lettre de Rouch de Niamey, Niger, le 26 décembre 1941, dans laquelle on peut lire ceci. Comme au hasard d'une conversation, je citais les noms de Griaule et de Labouret. J'ai entendu un éclat de rire et on a commencé à me rebattre les oreilles en me disant que c'était deux piques-assiettes qui feraient bien de ne pas revenir ici, qu'on les avait déjà foutus dehors à coups de pied dans le cul. Je les ai défendus de mon mieux. Une autre lettre, au même daté du 2 janvier 1942, entretien d'un jeune chercheur fort prétentieux d'une cinquantaine d'années. Il travaille sur le pays gourmandché. Le concernant, Rouch écrit à Sauvy. Les quelques types qui m'en ont parlé me l'ont représenté comme un type bien pire que Griaule, qui, lui, n'est pas parti en paradis par jalousie, illisible. À la lecture de ces deux lettres, Griaule n'apparaît pas comme une figure incontestée. Mais pour Sauvy et Rouch, Griaule, c'est le professeur dont ils ont suivi les cours d'ethnologie à la Sorbonne. Dès lors, quand il contacte ses anciens élèves présents à Mopti et qu'il leur donne rendez-vous le 25 novembre 1946 à la falaise de Bandiagara, Sauvy et Rouch entrent dans un état de sidération. Le vocabulaire utilisé par Sauvy transforme cette rencontre en apparition. Pour caractériser cette rencontre, il parle de vertige, de ravissement, de subjugation, de prodigieux spectacle, de griserie, d'inoubliables parenthèses. Tout ceci dans un chapitre intitulé Une rencontre magique avec le professeur Griaule. Rouch regarde Sauvy d'une façon qui confirme son enthousiasme. L'un et l'autre, lors de leur séjour en Afrique, pendant la guerre, le dimanche 10 janvier 1943, s'était fait le serment de Bamako, descendre un jour le fleuve Niger, en faire l'histoire, raconter sa vie et faire œuvre pie pour la cause africaine. Peu importe qui fut Griaule, chez lui qui se manifestent parfois des faiblesses pétinistes pendant la guerre, peu importe que Denis Palmer, André Scheffner et Michel Léris pensent que si l'Afrique fantôme a été placée sur la liste des livres interdits à la vente par les nazis en France fin 1941, ce qui implique une destruction des exemplaires existants,
Il faut peut-être y voir l'intervention directe de Marcel Griaule auprès du gouvernement de Vichy. Peu importe que Griaule prenne la place de Marcel Cohen, son ancien professeur révoqué parce que juif, et devienne enseignant à l'Institut national des langues et civilisations orientales la même année. Peu importe qu'en 1942, il refuse de publier un article de Deborah Lifshitz sur des manuscrits éthiopiens dans le journal de la Société des africanistes, parce qu'elle est juive et vient d'être arrêtée. Sauvy et Rouche sont dans un rapport de fascination avec leur ancien professeur d'ethnologie. La filmographie africaine de Rouche est une hagiographie, un monument érigé à la gloire de Griaule, un écho sonore et filmique au discours de l'ethnologue, plus soucieux d'imagination que de méthode, plus à l'aise avec la fiction romanesque qu'avec la recherche scientifique. Les films de Rouche sur les Dogons avalisent la version fantasmatique de l'auteur de Dieudo. Pourquoi fantasmatique ? Parce que Griaule revendique la science mais évolue dans un registre littéraire. Un précédent ouvrage daté de 1934 et intitulé Les Flambeurs d'hommes, prix Gringoire 1935, avait permis à son auteur d'inaugurer cette façon bien française qu'ont les penseurs philosophes ou ethnologues de faire de la science en littéraire. Pas de chiffres, pas d'enquête, pas de description, pas de détails, pas de tableau, pas d'explication, mais un récit, une narration, une histoire, d'autant plus insoucieuse des faits qu'il s'agit pour Griaule d'informer le plus grand nombre. Parce qu'il veut vulgariser, Griaule se soucie moins d'ethnologie que de romancier. Souvenez-vous, souvenons-nous qu'en 1907, Ségalen souhaitait concourir au Goncourt avec les Immémoriaux, un récit du même genre à prétexte ethnologique, mais romancé. Dieudo mériterait d'être lu avec la méthode que j'utilise pour ma contre-histoire de la philosophie, et qui met en perspective l'œuvre complète, les correspondances et les biographies, ce que je nomme la déconstruction existentielle. Le récit qui donne un visage aux Dogons en Occident est présenté sur un canevas apparenté à celui de la franc-maçonnerie. Un initié vient chercher un profane pour lui proposer d'accéder à un savoir ésotérique, par transmission secrète. Dans le livre, un vieil aveugle, Ogotemeli, propose à Griaule, dont il regarde le comportement d'enquêteur sur le terrain Dogon depuis 15 ans, de lui livrer les secrets de son peuple en 33 journées. L'aveugle voit plus et mieux que les autres parce qu'il dispose de l'œil intérieur. Le rôle de la vue occultée comme moment nécessaire à l'observation, à l'obtention d'une vue supérieure. L'initié qui regarde vivre le profane et, au su de ce qu'il voit, décide de lui livrer ses secrets afin de décomposer le système du monde. La transmission orale est le rôle majeur de la parole et du verbe comme voie d'accès à la vérité, de la parole et du verbe identifiés même à la vérité, jusqu'aux 33 journées, pas 32 ni 34, mais 33, comme le plus haut degré maçonnique calqué sur l'âge du Christ le jour de sa mort. Tout cela relève du schéma occidental maçonnique. Que la mythologie des Dogons égale celle des Iodes, que la pensée africaine suivant le chemin qui conduit de l'Égypte aux falaises de Biandara, de Bandiagara, constitue la généalogie de la pensée occidentale gréco-romaine, puis judéo-chrétienne, que le langage, Griaule a suivi les cours du linguiste Marcel Cohen, constitue la vérité de ce qui est. Voilà quelques idées fortes de Dieudo. Mais les approximations et les affabulations relevées par les chercheurs, dont Georges Ballandier, qui ont comparé ses carnets de notes et ses écrits en y trouvant des contradictions, des distorsions signifiantes, procèdent toutes des projections de Griaule. L'ethnologie travaillée par le littéraire, exotique, agissant comme fascination, le canevas ésotérique occidental fournissant le fil d'Ariane au labyrinthe Dogon, l'enquête scientifique diluée dans la forme romanesque, peut-être même le modèle plus ou moins conscient de l'Afrique fantôme, paru en 1934. Tout cela contribue à un livre prétendument scientifique, mais qui s'inscrit dans la vieille tradition du récit de voyage romancé. On se doute que les Dogons griolisés méritent autant que le Socrate platonisé d'être déconstruit. Ce que du Malraux de la tête d'obsidienne à l'université populaire du Quai Branly, on dit désormais en Occident de l'art Dogon, de ses masques, de ses cérémonies, découle la plupart du temps de ce que Griaule en a dit et de ce que Jean Rouche, fasciné par son professeur, en a montré dans ses films.
car ce que Griaule imagine, Rouche lui donne consistance par des images, des sons, des plans, un commentaire, un montage, des films qui accréditent la thèse du professeur. Comment dès lors douter de ce qu'écrit Griaule, puisque Rouche le montre? Ce que le premier imagine, le second le prouve. Or, ce que Rouche montre, il l'invente lui aussi, souvent. Ainsi, dans Les Fêtes du Sigi, tournées entre 1967 et 1974, il se propose de filmer un rite dogon qui s'étale sur 60 années. Mais, outre que ce rite exige pour se dérouler plusieurs vies d'hommes et que celle de Rouche ne suffit pas, Rouche ne saurait filmer le rite animiste dans un village islamisé dans lequel les pratiques rituelles ancestrales, notamment la cérémonie du Sigi, ont été parfois violemment éradiquées au nom du Coran. Qu'à cela ne tienne, Rouche recrée la chose à partir de ce que Griaule en a dit. Ce qui fut n'est plus, mais se trouve fictionné par Griaule avant que Rouche ne le montre comme un événement présenté ensuite comme sa vérité. Le temps réel du rite, 60 années, a été détruit au produit d'un temps reconstruit, celui du film. La vérité temporelle des Dogons laisse place à la fiction filmique qui se substitue à la réalité. Le temps Dogon réel a été volé par Rouche dans un film qui le remplace, comme avec les fresques volées en Éthiopie par Griaule et Léris, par un temps occidental fictif. Certes, ce mensonge s'effectue au nom de prétendues bonnes intentions, faire connaître le peuple Dogon, mais c'est un mensonge présenté comme une vérité. Comment mieux nuire à un peuple qu'en remplaçant la vérité de son être par la célébration de ses copies? Pour ce film, Rouche a embauché des acteurs noirs, certes africains bien sûr, mais des acteurs tout de même, là où normalement, sur le terrain, dans les conditions réelles, de jeunes bergers exécutent quelques chants et dansent sur des rythmes. Le cinéaste engage un adulte plus expérimenté et susceptible de produire à l'écran un meilleur effet sonore, visuel et esthétique. À la place des adolescents, le spectateur voit donc un quasi-cinquantenaire aguerri aux instruments. Comment ne pas croire que le sens de la cérémonie se trouve affecté par le remplacement des jeunes par de plus vieux? Jean Rouche dit pratiquer le cinéma vérité, qu'il appelle aussi sans craindre la contradiction, l'ethnofiction. Un cinéma ethnologique qui dirait la vérité en proposant des fictions. Voilà une singulière façon de procéder qui, là aussi, là encore, s'effectue au détriment de la vérité, de la pensée africaine, qui n'a pas besoin de ses nouveaux amis, de ces nouveaux faux amis authentiques, de ces nouveaux faux amis, authentiques vrais faussaires. Ce qui se dit sur les Dogons a été fabriqué par les Occidentaux, voleurs, dépouilleurs, détrousseurs d'Africains pour Griaule, affabulateurs, bidouilleurs, trompeurs pour Rouche, esthètes pour l'un et l'autre. Empêche une fois encore d'accéder à l'âme même. Que conclure? Que de Vlamingh découvrant l'art nègre dans un bistrot d'Argenteuil en 1905, à Jean Rouche qui filme les funérailles de Griaule en pays Dogon, avec l'enterrement du Hogon en 1973, que de Picasso qui fait rentrer l'art nègre dans la peinture occidentale en 1907, à Michel Léris qui pille et dépouille les Africains pour leurs biens et le raconte sans vergogne dans l'Afrique fantôme en 1934, que d'Apollinaire qui veut créer un musée pour enfermer cet art dans les vitrines en 1909, à Griaule qui fictionne les Dogons en 1948 avec Dans Dieu d'eau, que de Breton qui collectionne l'art africain dès ses jeunes années jusqu'à l'ouverture du musée du Quai Branly en 2006, qui expose une immense collection d'œuvres spoliées à leur pays d'origine respectif. Il n'y aura eu qu'une objectivation de l'Afrique, une chosification des Africains, une autre façon de poursuivre la geste coloniale, mais sous couvert des meilleures intentions. Possible, probable. Car parler d'art africain, c'est diriger les regards vers des objets qu'on destine au Louvre, comme si on leur offrait le meilleur avenir, le destin le plus enviable. Pendant qu'on regarde le doigt, on ne voit pas la lune. Autrement dit, on néglige le génie païen, animiste, totémique de ce peuple. On se prive des leçons qu'il peut donner, non pas en regard de nos repères, mais de façon intrinsèque à partir d'eux. L'aune à laquelle se mesure le génie africain n'est pas qu'il égalerait la Praxitèle dans la beauté de leur statuaire,
Hésiode dans la complexe de leur mythologie, Ptolémée dans la précision de leur cosmologie, Homère dans la qualité de leur poésie, voire Gesualdo dans la complexité de leur musique, et que de ce fait, ils mériteraient le Louvre dont nous pourrions leur ouvrir les portes, parce qu'ils le voudraient bien. Parler d'art africain ou d'art nègre ou d'art premier ou d'art primitif, c'est s'accorder sur le fait qu'il s'agit d'art. Or, la querelle ne doit pas porter sur l'épithète mais sur le substantif. Car y a-t-il de l'art quand l'homme n'est pas séparé de la nature, quand la transcendance ne trouve pas son sens dans une verticalité qui sort l'homme du monde, mais dans une horizontalité qui permet de rester dans le monde pour l'approfondir, le pénétrer, le vivre et l'expérimenter plus que le connaître? Quand ce que les Occidentaux nomment art vaut pour eux muséification, alors que pour un Africain il est question de divinité du monde, de force primitive, de vitalité créatrice, d'esprit des ancêtres, de mort jusque dans la vie et de vie jusque dans la mort. Une fois la cérémonie terminée, les Africains abandonnaient les masques et les statues ayant servi de véhicule au sacré immanent. La pluie, l'humidité, les termites avaient vite raison de ces fétiches de bois, recouverts de terre, de sang, de cuir, de paille, de poils, de tissu. L'art nomme ce qui est mort quand le vivant a déserté la vie des objets. Il n'existe que pour dire des traces mortes, des restes décomposés, les déchets. Le musée, les galeries, les collectionneurs, les salles des ventes relèvent des logiques de croque-mort. La vitalité africaine est invisible aux nihilistes occidentaux. Le dionysisme nègre est impossible à percevoir pour un esprit apollinien chrétien. La grande santé animiste est illisible aux gens du livre. La vigueur, la ferveur, l'enthousiasme, la robustesse, la force du rire nègre terrorise le corps épuisé des humains vivant depuis plus de 1000 ans sous le régime monothéiste. Le colonialisme a voulu mater cette puissance nègre avec des massacres, des tortures, des ethnocides, des génocides, des populicides. Il a détruit des corps, mais aussi des villages, des pratiques, des langues, des coutumes, des rites, des façons d'être et de faire, de penser et de parler, de vivre et de mourir, de souffrir et de sentir. Les religions musulmanes et chrétiennes, grandes pourvoyeuses de traite d'esclaves, de culpabilisation des corps, de putréfaction des âmes, de mépris des chairs noires, ont fonctionné de conserve avec les colons. Le sabre des uns, le goupillon des autres. On a jeté au feu des fétiches, des masques, des objets rituels, on a souillé les autels où les peuples célébraient leurs ancêtres. Ce que l'homme dit civilisé a fait à celui qu'il appelait barbare a été barbarie. Les pouvoirs civils et militaires, toujours complices, n'ont jamais aimé la vie de l'Afrique, n'ont jamais aimé que la... Les pouvoirs civils et militaires, toujours complices, n'ont jamais aimé la vie que l'Afrique aime jusque dans la mort. Les religions du livre n'aiment et ne célèbrent que ceux qui n'aiment pas la vie. Elles ont considérablement saigné les peuples vivants, dionysiaques, pour en faire des populations exsangues, apolliniennes. Transformer les objets rituels en art nègre coïncide avec l'épuisement de ces peuples par le christianisme et l'islam. Vouloir et offrir le Louvre à un masque africain, c'est offrir un mausolée au trophée d'après la bataille gagnée contre les peuples noirs. Peindre l'art nègre à Saint-Germain-des-Prés, danser l'art nègre à Montparnasse, piller l'art nègre pour le musée de l'homme, romancer l'art nègre, fictionner en film l'art nègre, vouloir un grand musée, le Louvre ou un autre, le Quai Branly aujourd'hui, pour l'art nègre, c'est faire rentrer le fleuve Niger en crue dans le chat d'une aiguille. On peut s'y évertuer, on peut aussi préférer prendre des leçons nègres en voulant partout le soleil, là où triomphe la nuit des civilisations.